Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette belle ville de Nancy pour ce 31e même forum Aditel sur le thème de l'impact de l'évolution sociétale sur la sécurité bancaire. Juste avant de retrouver notre invité, vous pourrez questionner à l'issue de sa conférence. Eh bien, c'est avec plaisir que je passe la parole au président d'Aditel, Didier Moreau, pour couper le ruban de cette 31e édition. Merci de l'applaudir. Merci à tous. Donc déjà, bonjour à tous et bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Donc effectivement, je suis très heureux de vous accueillir à notre 31e forum Aditel. Donc on le déclare ouvert à compter de maintenant. Et surtout, très heureux de vous retrouver dans une position post-Covid. Donc l'année dernière, on a eu un succès assez fort à notre 30e forum, mais on était encore Covidé. Donc là, on est vraiment reparti sur notre rythme normal. Donc on a le plaisir d'avoir à nouveau 52 exposants. On a même une liste d'attente. Donc merci à tous les fidèles et merci aux nouveaux, car il y a un certain nombre de nouveaux cette année, de leur confiance. Et on a aussi un nombre record de participants. Donc ça nous donne encore un ratio exposants et participants identique à l'année dernière, donc qui est plutôt favorable à l'esprit d'Aditel, qu'on ait des participants et des exposants satisfaits. Donc cette année, conformément à nos grands principes, on poursuit notre Tour de France et nous sommes aujourd'hui dans le Grand Est à Nancy. Donc, alors, pour les plus anciens, ça ne va pas nous rajeunir tous, c'est la deuxième fois que nous sommes à Nancy. On avait organisé notre 5e forum en 95. Donc pour ceux qui l'ont connu, ça permet de mesurer l'évolution d'Aditel, parce que je pense qu'au niveau des espaces, des centres de congrès que nous prenions, du nombre d'exposants, du nombre de participants, c'est le jour et la nuit. Et puis surtout, à l'époque, nous n'avions pas encore notre soirée de gala, dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà. Donc Nancy, c'est une grande métropole régionale, mais c'est aussi le berceau de l'Art nouveau. Et elle possède aussi un ensemble 18e siècle qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO dès 1983. Donc ce n'est pas dans la mode actuelle qu'il y a énormément de sites classés. Donc on le découvrira en partie ce soir, ce patrimoine. Voilà. Donc le fil conducteur de notre forum, des débats de notre forum, alors Alexandre l'a dit, je vais le redire parce que j'ai un peu de mal toujours à me le mettre dans la tête, ça va m'aider. Donc c'est l'incidence de l'évolution des comportements sociétaux sur les banques et le métier de la sécurité. Donc comme d'habitude, on va faire deux parties. Une première cet après-midi qui ouvre le sujet par une réflexion globale large et demain une deuxième partie où nous aurons une table ronde qui sera plus axée sur notre métier. Alors une petite évolution pour demain, je tiens à le dire, on ne débutera la table ronde qu'à 11h, contrairement à d'habitude. Donc ça nous laissera un temps beaucoup plus large de partage et d'échange avec nos exposants avant. Et je rappelle, ouverture du forum dès 8h30 demain. Voilà. Donc cette année, vous l'avez, pour les questions que vous souhaitez poser sans passer par les micros et la main de Marc, vous pourrez le faire par SMS au numéro qui est affiché derrière. Voilà. Et donc maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur de passer la main à Martial You, qui est chef du service économie sociale et éducation de la radio RTL. Donc on a le plaisir d'habitude d'entendre sa voix et maintenant on le voit en réel. Bon, j'espère que... Merci. J'espère que ça ira aussi de visu. Moi, je suis ravi de vous retrouver et assez impatient de pouvoir discuter et répondre à vos questions. Donc, je vais vous proposer, là, cet après-midi, un regard d'observateur de l'économie, évidemment, et des évolutions qu'on a pu connaître, je dirais, précisément depuis le Covid, voire depuis le confinement, parce qu'il y a énormément de rapports à l'argent, au travail, au déplacement, à l'habitat qui ont évolué, surtout après le confinement. En fait, on est rentré dans un nouveau rapport à la propriété, au travail et à l'argent, et ça va nous amener ce constat qu'on peut faire depuis 2 ans, que moi je faisais dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelait « Si la crise sanitaire était une chance », c'est-à-dire d'essayer de voir comment ce qui s'est passé, ce qui nous a arrêtés net avec le Covid, a peut-être permis aussi d'aller vers des évolutions qui vont vous concerner, qui concernent le monde de la banque évidemment, et qui concernent plus spécifiquement celui de la sécurité. Donc le constat,
des évolutions et puis voir, ouvrir sur ce que ça change aussi pour vos métiers. Et c'est là qu'on aura, j'espère, une conversation et une discussion très ouverte et très intéressante. En fait, les vraies questions qui se sont posées après le confinement, c'est quel est aujourd'hui, par rapport à la banque, le véritable prix du service bancaire et quel est le prix du conseiller clientèle en agence, voire quel est le coût ou l'intérêt d'une agence bancaire. Alors, quand je vous disais, le rapport à la propriété a changé, on le voit notamment avec les nouvelles générations que vous avez peut-être, vous, l'occasion de côtoyer, voire de diriger, de manager. On les appelle les slashers, on les appelle la génération CDD, c'est-à-dire que c'est une génération qui n'est pas forcément attachée à la notion même de CDI, mais qui en plus a un rapport un peu contractuel au travail. Alors en ce moment, on met des mots derrière tout ça. On a parlé de la grande démission. Ça, c'est le million de personnes en France qui a cassé son CDI et changé de métier depuis le 1er janvier. 1 million de personnes, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et puis, on appelle ça la démission passive ou silencieuse. Ça, c'est ceux qui continuent à travailler, mais qui vous disent, ben voilà, moi, dans mon contrat, j'ai ces tâches-là à faire, je ne ferai pas au-delà, je ne ferai pas plus, je termine à 18h, donc je n'irai pas jusqu'à 18h30. Enfin, c'est donc ce nouveau rapport aussi au contrat de travail, véritablement, et à ce qui est à l'intérieur. Alors, c'est à la fois pour les générations que nous sommes, quelque chose d'assez nouveau, mais qui finalement nous replonge dans un état d'esprit qui est celui d'une forme de plein emploi. On peut avoir ce type de comportement, c'est-à-dire lâcher son CDI ou être très à cheval sur ses attributions et pas au-delà, quand il y a un marché du travail dynamique. C'était vrai pendant les 30 Glorieuses. Moi, mon papa avait un CAP de boucherie-charcuterie. Il a terminé directeur des services généraux à la Banque Populaire en Vendée. Vous voyez, donc c'était possible dans ces années-là de changer complètement de voie et de faire une carrière très loin de ce qu'on avait fait au départ. Évidemment, vous vous rappelez peut-être d'ailleurs de ce dessin de Plantu dans les années 90, c'est-à-dire au cœur du chômage de masse qu'on connaît depuis les années 80. Vous aviez un dessin de Plantu, vous aviez le papa de Mozart, enfant devant son piano, et le papa de Mozart lui hurlait « Wolfgang Amadeus, tu feras informatique ». C'est-à-dire qu'évidemment, dans les années 80, 90, 2000, bref, celles qu'on a tous à peu près, je pense, je vous regarde, à peu près tous connues, c'est une période de chômage de masse et où là, il n'y a pas la mobilité professionnelle. On fait des études qui doivent nous ouvrir théoriquement aux métiers qui embauchent. On est en train de revenir sur cette approche-là, même du cursus scolaire et de l'entrée dans la vie active, c'est-à-dire la possibilité de trouver un autre job. Vous avez peut-être en tête ce chiffre post-confinement où 100 000 serveurs en restauration ne sont pas revenus, ne se sont pas représentés quand les restaurants ont rouvert. Alors c'est un métier en tension traditionnellement, l'hôtellerie-restauration, mais là c'était carrément des gens qui se sont dit mais finalement c'est pas si mal de pouvoir manger le soir avec ma famille, de pouvoir vivre normalement sans avoir des horaires et des conditions de travail difficiles. Donc c'est vraiment une nouvelle approche, et quand je dis que c'est le rapport à la propriété qui a changé, le rapport à l'argent, le rapport au travail, c'est que tout ça est assez lié. Par exemple, sur la propriété, vous avez aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas il y a encore 30 ans, qui est le succès de la location longue durée pour les véhicules, pour les voitures. C'est peut-être votre cas. La LOA ou la LDD, c'est aujourd'hui 27,5% du marché automobile. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'on n'est pas obligé d'être propriétaire de sa voiture pour en avoir une, c'est-à-dire d'avoir des commodités. L'approche, le regard que l'on a sur les choses est plutôt celui de « j'utilise un objet » plutôt que ça n'est le signe d'une réussite sociale comme on pouvait le connaître dans les années 60-70. Vous avez aussi des remises en question. Je reviens un peu sur ce rapport au travail pour essayer de vous faire comprendre que tout est lié. C'est-à-dire qu'à l'issue du confinement, vraiment, je dis plus confinement que Covid, à l'issue du confinement, c'est-à-dire d'une période longue durant laquelle on est resté chez soi, à se poser des questions, à télétravailler,
on en est sorti avec des interrogations sur la quête de sens et ce qui est important dans ma vie. Et on s'est recentré sur sa vie personnelle, sur sa vie privée, sur sa vie familiale, plus que sur le métier en tant que tel. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça me fait penser... alors, vous m'entendez, on disait tout à l'heure, tous les matins sur RTL, mais je suis aussi dans l'émission Capital sur M6. Et vous avez peut-être vu l'émission du week-end dernier. Je suis allé, c'était consacré au pain, et je suis allé dans une entreprise qui s'appelle Andy Gachy, qui est à Savenay, près de Nantes. Et cette entreprise, elle a été montée par 3 ingénieurs agronomes, dans l'agroalimentaire, pardon, 3 ingénieurs, des femmes, qui, à l'issue du confinement, se sont dit, mais en fait, est-ce que notre métier consiste pas un peu à faire bouffer n'importe quoi aux gens ? Et elles se sont remises en question et elles ont dit, on va créer notre entreprise. Et Andy Gachy, c'est quoi ? C'est récupérer le pain qui n'est pas vendu par les boulangeries à la fin de la journée. On parle de 200 millions de baguettes par an quand même qui sont jetées tous les soirs par les boulangers parce qu'il est invendable le pain le lendemain bien sûr. Elles le récupèrent, elles en font une espèce de poudre, elles le broient et ça sert à fabriquer des cookies derrière. Et elles font travailler des personnes handicapées dans un ESAT, donc près de Nantes. Et donc elles ont mixé ces 2 univers-là qui leur étaient importants, qui étaient pour elles un véritable sens, qui donnait véritablement un sens à leur vie professionnelle, en disant il faut qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que c'est dans l'air du temps, et il faut qu'on aide l'inclusion d'un certain nombre de personnes qui ont, on le sait, le chômage chez les personnes handicapées est 2 fois plus important que dans la population active normale. Donc tout ça pour dire que vraiment le rapport que l'on entretient à soi-même, à sa place dans la société, à sa place par rapport aux problématiques environnementales ou par rapport à son travail, a énormément évolué. Et les entreprises doivent s'adapter à ça. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez à manager des jeunes générations qui ont un comportement où vous avez parfois l'impression que c'est plus à vous de vous adapter à eux, voire que quand vous embauchez quelqu'un, c'est vous qui passez l'entretien d'embauche plutôt que lui, quoi, ou elle. Parce qu'ils ont cet embarras du choix, potentiellement, mais surtout parce qu'ils ont un autre rapport au travail. On le voit sur des... Moi, je participe aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence tous les ans, où vous avez un certain nombre de cabinets de conseil. Alors, on les a beaucoup détestés pendant la campagne présidentielle, les cabinets de conseil, mais en général, les cabinets de conseil, ils embauchent les cadors des grandes écoles de commerce et des plus grandes écoles de notre pays. Et ils se retrouvent confrontés à des situations assez particulières, ces grands cabinets. Il y a 30 ans, lorsque vous étiez un jeune diplômé, que vous arriviez chez Ernst & Young, Accenture et autres, vous étiez très fiers si on vous donnait un gros dossier d'une multinationale. Aujourd'hui, ces jeunes, si vous leur confiez rapidement le dossier Total ou le dossier Philip Morris, ils le refusent. Ils n'en veulent pas. Moralement, ça n'est pas dans leurs critères. Évidemment, ça pose des questions. Évidemment, lorsque vous avez le patron de Total qui commence à dire on va travailler 4 jours par semaine pour pouvoir attirer des talents, parce que la jeune génération ne veut pas travailler 5 jours ou veut travailler en télétravail une bonne partie de sa semaine, ça oblige à prendre ces considérations-là, à prendre ça en considération pour pouvoir garder les talents. Et évidemment que ces 2 univers et 2 mondes qui ne sont pas tout à fait compatibles. Lorsque vous avez une forme d'élite qui a cette possibilité de travailler en pantoufles depuis chez elle, et puis ceux qui sont sur le terrain, alors là c'est aussi ceux qui sont dans les entreprises d'Aditel, c'est-à-dire il y a toujours des agences, il y a toujours besoin de gens pour assurer la sécurité. C'est pareil aussi dans les grandes surfaces. Et on l'avait bien vu d'ailleurs pendant le confinement. Vous aviez la fameuse seconde ligne, c'est ceux qui devaient aller travailler encore. Et puis vous aviez le tertiaire et une certaine forme d'élite qui, elle, pouvait rester à la maison pour travailler. Et donc il faut être très très vigilant parce que cet univers est en train de se fractionner entre quelque part ceux qui peuvent, comme je le disais, travailler en pantoufles et ceux qui sont obligés d'aller au charbon tous les jours. Et il faut être très attentif à ça, y compris dans le management et dans la prise en compte de l'univers de l'entreprise tel qu'il évolue aujourd'hui, parce que on pourrait très vite revenir
autant de germinal et d'une forme de classe laborieuse qui, elle, travaille sur site, et d'une élite qui ne voit jamais parce qu'eux travaillent depuis chez eux. Et il y a ce risque quand même d'éclatement social qui est important et qui est présent. Après, je pense que je n'ai pas revérifié les chiffres, mais je pense que dans votre secteur d'activité, c'est comme un peu partout, il y a des vraies tensions en termes de main-d'œuvre certainement et de pénurie de main-d'œuvre. Vous avez peut-être vu passer ce chiffre qui est assez saisissant ces derniers jours. C'est l'étude qui est annuelle, hein, qui est faite par ADECO et qui montre qu'il y a 4,5 millions de jobs, d'offres d'emploi qui vont être proposés dans les 12 mois qui viennent. Vous avez 3 millions de chômeurs qui n'ont aucune activité, c'est la fameuse catégorie A, ceux qui ne travaillent pas un seul jour dans le mois. 3 millions. Vous dites 4,5 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs, 4,5 millions de jobs, ça devrait régler la question du chômage en France. Évidemment, ce n'est pas le cas parce que tous ces métiers, la plupart, sont des métiers en grande tension qui ne parviennent pas à trouver des candidats pour pouvoir occuper les postes. Je vous parlais de l'hôtellerie-restauration tout à l'heure, mais pour avoir une idée de cette espèce de déconnexion qu'il y a aujourd'hui et qu'il faut que tous, à nos niveaux, on arrive à pouvoir appréhender, sur ces 4,5 millions de postes, vous avez un quart des offres qui se concentrent sur 20 métiers. Il y a l'hôtellerie-restauration, il y a les emplois de magasiniers, préparateurs dans les entrepôts pour le e-commerce. Vous avez en gros 20 métiers qui captent pratiquement l'intégralité de la pénurie et pour lesquels ce n'est pas seulement une question de salaire ou de pénibilité, c'est juste que ça n'est plus des métiers que quiconque veut faire. Ce n'est pas une question... Alors c'est parfois une question de formation, on le sait, mais pas seulement. C'est véritablement un problème d'obsolescence de certains métiers. Alors c'est très particulier comme moment parce qu'on sait depuis toujours que l'économie détruit des métiers avec le progrès technologique et en recrée d'autres. On estime même que vous avez à peu près tous les jours en France 10 000 métiers, 10 000 jobs qui sont détruits, mais 10 000 autres créés. La différence, c'est ce qui fait le taux de chômage, quoi. C'est quand on en crée un peu moins qu'on en détruit. On finit par avoir du chômage. Mais globalement, en ce moment, c'est ça. On est plus en train de créer des jobs, mais on n'a pas les compétences en face et on ne parvient pas à faire passer les uns du poste détruit vers celui qui est créé. Et je pense que ça, c'est véritablement un des défis qui attend votre profession, parce qu'il est très vraisemblable, et on va y revenir, on va donner les chiffres, évidemment, que vous connaissez tous, des fermetures d'agences, etc. Mais aujourd'hui, il est vraisemblable que le métier de vigile, d'agent de sécurité dans une agence bancaire ou de transport de fonds, tous ces métiers-là ont vocation à être à mobiliser de moins en moins de monde. Mais en revanche, à l'autre bout, vous avez toutes les problématiques de cybersécurité, de sécurité informatique, de sécurité des modes de paiement, qui là vont mobiliser de plus en plus de monde. Comment est-ce qu'on fait passer les gens de l'état 1 à l'état 2 ? Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes personnes. Mais évidemment que ceux qui sont dans la catégorie, la première que j'évoquais, il va bien falloir les faire évoluer vers quelque chose d'autre. Est-ce que c'est dans le giron de votre secteur d'activité ou est-ce que c'est vers une évolution autre, vers d'autres métiers qui sont en train de se créer ? On est à un moment, alors c'est ce que les économistes appellent un instant schumpeterien, en référence à Schumpeter, c'est-à-dire destruction créatrice. On détruit d'un côté, on recrée massivement de l'autre. Là, ces instants-là sont toujours un peu difficiles à appréhender quand on les vit en direct, parce qu'on a, ce que je vous évoquais à l'instant, la difficulté de trouver dans les profils déjà existants dont on détruit les métiers, les profils de ceux qui vont pouvoir faire les métiers de demain. Et donc, on est à cet instant-là et à un moment où la carte se reconstruit aussi, la carte de France, la géographie. Et ça, c'est assez... j'imagine, vous me donnerez votre retour de votre côté, mais j'imagine que ça a un impact particulier dans le secteur bancaire, dans le secteur du commerce, évidemment, du commerce de proximité. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les chiffres de l'immobilier, depuis le confinement, vous avez des prix de l'immobilier et un marché de l'immobilier en région parisienne notamment
qui a baissé de 3% sur les 2 dernières années. Et vous avez tout un réseau de villes moyennes qui, depuis 30 ans, en gros, voyaient leur commerce fermer, leur rue commerciale se vider, et il restait en général une agence bancaire, une agence commerciale, une agence immobilière et puis un opticien. C'était à peu près ça, quand même, la France des villes moyennes de ces dernières années, qui là est en train de retrouver un nouveau dynamisme. On cherche à valoriser le commerce de proximité, mais vous avez aussi toute une population de grands urbains, des grandes villes, qui se déplacent dans ces villes moyennes. Et c'est, moi, ce que j'appelle, c'est les Anglais de Dordogne, c'est-à-dire que ce sont ces populations avec un pouvoir d'achat plus important qui arrivent dans des villes un peu moins riches. Et lorsque je regardais les chiffres d'évolution de prix de l'immobilier sur les villes moyennes, d'ailleurs il y a eu des manifestations à Vannes et en Bretagne ces derniers temps, à Saint-Nazaire, les prix de l'immobilier ont pris 37,7% depuis 2 ans. À Quimper, 35%. À Limoges, 30%. C'est-à-dire que c'est toute cette population qui se dit, moi, je ne veux plus revivre le confinement tel que je l'ai vécu, je ne veux plus avoir une seule pièce où il y a à la fois mon bureau, la salle de jeu des enfants, la chambre enfin bref, l'espèce de stress total qu'il y a eu pour un certain nombre de gens vivant notamment dans les très très grandes villes et à Paris particulièrement pendant les mois de confinement, et qui se disent, je veux de l'espace, je veux un terrain à l'extérieur pour pouvoir laisser jouer les enfants, et qui donc investissent des villes moyennes à 2 heures ou 3 heures de TGV de Paris. Là, on est typiquement dans le cas de figure à Nancy. Moi, je suis venu, c'est 1h30 de Paris. Je pourrais très bien, pourquoi pas, vivre demain avec toute ma famille à Nancy. Ce serait évidemment sans doute avec plus d'espace, sans doute avec une qualité de vie qui n'est pas celle qu'on vit dans les grandes villes. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça se mélange et pose des questions par rapport à ceux qui sont les acteurs du commerce et de la vie en centre-ville telle qu'on a pu la connaître. C'est-à-dire qu'on a eu des stratégies où on réduisait la voilure sur tout un tas de commerces en ville moyenne, et aujourd'hui, cette population avec plus de pouvoir d'achat permet de voir revenir des nouveaux commerces de proximité. Alors ce ne sont sans doute pas des banques, très vraisemblablement pas, et ce sera plutôt un magasin bio, un torréfacteur, un bar à vin ou ce genre de commerce-là. Mais encore une fois, on est dans cette période de croisement entre le monde d'avant tel qu'il était, qui est en train de changer, vers un nouveau monde. Et nous, on est au milieu et il faut arriver à assimiler ça. Et vous, évidemment, notamment. On est dans un monde de rupture qu'il faut pouvoir maîtriser lorsqu'on est en charge de la sécurité. J'imagine qu'on ressent la tension qu'il peut y avoir aussi dans le monde actuel, dans les relations qu'il peut y avoir entre les gens et dans les tensions sociales qui sont présentes, on le sait. Là aussi, je vous donne des grands chiffres, mais qui, moi, me saisissent à chaque fois et qui, je pense, se traduisent dans le quotidien, malgré tout, de façon différente. Mais il y a une étude du Crédit Suisse qui montre qu'il y aura 87 millions de millionnaires dans le monde d'ici 2026. Millionnaire, ça veut dire patrimoine d'1 million et plus. Donc, il y a un certain nombre de gens qui peuvent être millionnaires parce que la maison, l'immobilier a progressé et qu'on atteint et on dépasse assez rapidement le million pour certains, notamment dans certaines régions. Mais enfin, quand même, 87 millions de millionnaires dans le monde dans quelques années, en 2026, ils étaient 40 millions en 2017. Donc, pendant 2017, c'est la sortie plus ou moins de la crise financière des subprimes. Et c'est le Covid qui arrive derrière, mais on a une petite période d'accalmie. Mais enfin, on voit que vous avez tout un pan de l'humanité qui s'en est très très bien sorti des différentes crises. Et puis dans le même temps, autre chiffre, et d'ailleurs le hasard a voulu que c'était tombé, moi je les avais vus le même jour, vous avez dans le monde aussi un homme ou une femme ou un enfant qui meurt de faim toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que ça signifie ? Et ça se retrouve de façon moins caricaturale, évidemment, dans notre quotidien, mais que vous avez des mondes qui s'éloignent, une fracture
et qui crée évidemment de la tension sociale et des difficultés au quotidien, et je pense y compris dans le quotidien de votre métier. Tout ça entraîne donc un monde qui change et un monde bancaire, un paysage bancaire qui lui aussi change. Donc je le disais, moins d'agences, moins de cash, donc il y a eu 4000 agences, je regarde mes chiffres quand même, mais 4000 agences fermées en 10 ans. Vous avez 5000 distributeurs de billets qui ont été démontés en 5 ans. Donc on voit bien de toute façon que le cash, et notamment après le Covid et le paiement sans contact et la relevée du plafond, est en train de gentiment disparaître. Il y a des pays du nord de l'Europe où il est carrément disparu, où il a carrément disparu. Mais bon, on est sur une baisse des retraits d'argent aux distributeurs de billets de 4,5%. C'est les derniers chiffres que j'ai vus en moyenne par an. Ça signifie évidemment que derrière, il y a toute une industrie, une chaîne de logistique que vous connaissez bien de transport de fonds, de sécurisation de l'argent liquide qui est en train de petit à petit, au moins sans parler de disparaître, parce que je pense qu'on aura du mal, notamment en France, à faire disparaître. Le chèque est encore très très populaire en France. C'est une exception française, mais ça veut dire qu'on est quand même attaché à un certain nombre de modes de paiement à l'ancienne. Mais ce que je veux dire, c'est que le Covid et les confinements ont accéléré des mutations qui étaient là et ont fait changer le rapport des gens à l'usage, et à l'usage notamment de l'argent. C'est-à-dire que quand le monde s'est arrêté avec le Covid, en fait, le monde s'est transformé et s'est accéléré dans ses transformations. Donc moins d'agents, moins d'agences, des commerces de proximité qui renaissent mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Et là-dessus, une problématique de réalité économique pour le monde bancaire. C'est-à-dire qu'il faut éviter ce que j'appelle moi le syndrome du timbre-poste. Je parle de ça pour les frais d'agence, les frais bancaires, qui en général sont très impopulaires. Alors, il y a eu l'engagement de l'ensemble de la profession de ne pas dépasser une hausse de 2% des frais bancaires. J'ai regardé, ça arrive quasiment jamais que sur une année, les frais bancaires augmentent de plus de 2%, donc l'engagement n'est pas non plus démentiel. Mais vous avez surtout le syndrome du timbre-poste, c'est quoi? C'est que tous les ans, le courrier baisse de 6% depuis le début des années 2000. Tous les ans, il y a 6% de lettres de courrier au quotidien en moins dans ce pays et partout. Et bien, tous les ans, vous avez le prix du timbre qui augmente de 6%. Évidemment, c'est totalement... c'est une mesure d'urgence, mais qui ne prépare absolument pas l'avenir. Ça veut dire qu'à un moment donné, de toute façon, le timbre, plus vous augmentez le prix du timbre, moins vous avez de courrier. Parce que de fait, c'est de moins en moins rentable d'envoyer un courrier. Donc, il ne faut pas que les frais bancaires ou que les banques raisonnent de cette façon-là non plus, en augmentant de plus en plus le portefeuille de frais qu'elles facturent à leur clientèle, en se disant, parce que comme de toute façon, on en a de moins en moins qui basculent vers les banques en ligne ou vers les fintech, il va falloir qu'on se rattrape sur les pauvres bougres qui continuent à aller dans une agence bancaire. Non, je pense qu'on est dans un moment de rupture et qu'il va falloir faire évoluer les choses. Alors, là-dessus, l'univers bancaire est un peu particulier, c'est-à-dire que parfois, il a peur des fintech, alors que finalement, les fintech, c'est quoi? Ce sont des banques, c'est de l'ADN bancaire, et c'est une culture qui ressemble à celle des entreprises et des sociétés bancaires classiques. C'est une évolution comme on a connu l'Homo erectus, après l'Homo sapiens, etc. Enfin, je veux dire, c'est normal comme évolution et c'est même plutôt sain. C'est-à-dire, c'est repenser le rapport à sa clientèle et quels sont les services qu'on peut lui apporter. Là où il faut se méfier, là où il y a un véritable danger, c'est pas vers les fintechs, c'est vers les GAFA ou les BATIX, côté chinois, c'est-à-dire vers le fait de laisser partir les transactions bancaires et le rapport à l'argent vers des sociétés dont ce n'est pas le métier. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'en plus, les GAFA ou les BATIX, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant les transactions financières, mais c'est
plutôt de capter, encore une fois, un peu plus de données sur vous, données de santé, données commerciales et données donc bancaires. Donc, il y a un moment où il faut que le secteur bancaire se sente investi d'une mission sans peur, qui est celle de rester le tiers de confiance entre le client final et puis celui qui prête l'argent, quoi, ou l'investisseur immobilier ou la banque centrale. Il faut avoir la certitude que c'est encore un rôle essentiel, parce que précisément c'est ce rôle de tiers de confiance que les crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles de type Libra de Facebook veulent casser. C'est cette intermédiation. Et donc, ça veut dire qu'on va vers une virtualisation du monde bancaire, c'est assez net, avec des avantages qui sont la possibilité d'avoir des services à tout moment de la journée en fonction du client et pas en fonction des horaires d'ouverture de l'agence. Mais ça veut dire aussi que pour tout un pan physique du monde de la banque, auquel vous êtes attaché évidemment, il y a des réflexions à faire sur quelle est la véritable valeur de ce que vaut le service, tout simplement le service bancaire. Et là, je dirais que ça rejoint des préoccupations que vous pouvez avoir dans votre quotidien, vous, et que vont avoir aussi les secteurs bancaires au sens large, c'est la montée en gamme et le service et ce qu'on peut attendre de ceux qui travaillent sur les différents secteurs de la banque physique. Pendant trop longtemps, le conseiller bancaire derrière le guichet était finalement quelqu'un de recruté avec des études qui n'étaient pas des très hauts niveaux d'études, et pour un service qu'aujourd'hui, objectivement, l'intelligence artificielle, les algorithmes et Internet ou le téléphone portable font aussi bien, voire mieux, et parfois même gratuitement sur le téléphone et pas en agence. Donc, il faut maintenant réinventer le métier et savoir pourquoi on va dans une agence bancaire. Qu'est-ce qui fait qu'on va pousser la porte d'une agence bancaire? Et là, il y a une montée en gamme qui est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en France, on est très attaché à sa banque, mais assez peu mobile. En réalité, on change de banque quand on achète une maison ou quand on a ce type de grand projet, mais sinon on reste dans la banque toute sa vie, dans la même banque, voire qui est celle qu'avaient ses parents auparavant, quoi. Donc, mais il faut donc pouvoir apporter des services à forte valeur ajoutée sur le patrimoine, sur les placements, sur l'accompagnement tout au long de la vie de sa clientèle, sur des services premium, on va dire. Donc, avec là aussi une possibilité d'avoir dans la formation, dans l'évolution de carrière de ces collaborateurs, la possibilité de les faire monter en gamme. Alors, ça, c'est une vraie révolution intellectuelle à faire dans le monde de la banque, vraie révolution à faire aussi dans tout l'écosystème de la banque physique. Et ça, je serais très heureux d'en discuter avec vous, de voir ce que vous en avez, le ressenti que vous pouvez avoir sur l'ensemble de cet écosystème bancaire. Je dis juste un mot, parce que c'est une révolution et je pense quelque chose qui va nous submerger en quelques années et qui va évidemment aussi submerger l'univers bancaire. Je vous ai parlé rapidement des crypto-monnaies. Bon, on voit que c'est tellement volatile comme secteur que c'est quelque part quelque chose qui fait peur en tant que tel. Il y a très peu de gens faut avoir le cœur bien accroché quand même pour aller sur le Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies. Mais vous avez en revanche dans les crypto-monnaies une espèce de philosophie un peu révolutionnaire qui consiste à se dégager de la tutelle de l'État, quoi, en gros. On se dégage des banques parce que les banques véhiculent la monnaie qui est contrôlée par les États. Avec les crypto-monnaies, on efface tout ça. Pour l'instant, c'est encore quelque chose qui relève de la science-fiction. Et je pense d'ailleurs que les banques et les banques centrales ont tout intérêt à prendre le pouvoir sur ces e-monnaies, c'est-à-dire faire un e-euro, ils y travaillent, et qu'elles restent maîtres ou maîtresses de la politique monétaire globale. C'est très important pour l'équilibre, on le voit à chaque fois qu'il y a une crise.
C'est toujours les banques centrales qui finissent par sauver le système. Ça ne vous aura pas échappé. Et d'ailleurs, là, ces derniers jours, vous voyez que c'est la Banque centrale anglaise qui est en train de sauver la livre sterling et l'économie britannique parce qu'elle est en train de tomber comme une pierre avec le programme économique de la nouvelle Première ministre. Mais il y a un TGV qui nous arrive dessus qui s'appelle le métaverse. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très mal compris par le monde économique, très mal compris par le monde bancaire, très mal compris par le monde de l'entreprise, mais qui va à une vitesse absolument phénoménale. Je vous donne quelques chiffres, puisque le marché du métaverse, on estime que ce sera 5 000 milliards de dollars d'ici 2030 qui seront investis dans cet univers parallèle. C'est-à-dire que le métaverse, donc, vous avez votre avatar et vous allez vous achetez un sac Vuitton, vous achetez une montre de luxe, vous achetez une voiture, enfin bref, qui sont évidemment tous virtuels, mais qui véhiculent quand même de l'argent réel à un moment donné. Et c'est cette espèce de mue de l'argent réel en argent totalement virtuel qui est en train de se produire et sur lesquels il faut être particulièrement sensible, notamment quand on est le secteur bancaire. 5 000 milliards d'ici 2030, c'est-à-dire demain, mais dès aujourd'hui, depuis le début de l'année, les entreprises, les fonds d'investissement, les sociétés de capital risque, elles ont déjà investi 120 milliards de dollars depuis le 1er janvier dans cet univers qui n'existe pas et qu'on a, en tout cas moi, peut-être pas vous, mais beaucoup de mal à appréhender et à comprendre. Mais on estime que d'ici 2026, donc encore plus demain, pour vous donner une idée de la vitesse avec laquelle les choses vont aller et vont nous submerger très vraisemblablement, le métaverse, un humain sur 4, il passera au moins 1 heure par jour. Donc, on a tous l'expérience des réseaux sociaux qui sont devenus une espèce de truc très chronophage dans nos vies et dans la vie de nos enfants, très vraisemblablement. Le métaverse, ce sera ça, mais en plus avec une dimension économique qui va au-delà de ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire la monétisation des jeux, la monétisation des activités et le fait de transformer encore plus en argent virtuel ce qui est au départ de l'argent réel. Et là, on a une économie qui va se modifier fondamentalement et sur laquelle il faudra être particulièrement vigilant. Je pense qu'un jour, il faudra qu'il y ait des sociétés de sécurité qui garantissent les transferts de fonds sur le métaverse tout en virtualité. Donc, on est face à ce monde qui se transforme. Et moi, je pense, c'était l'objet du livre que j'avais écrit qui était un peu politiquement incorrect, c'est-à-dire c'est que même si on fait un constat qui peut être parfois un peu effrayant, celui que je fais sur le métaverse l'est très vraisemblablement, en tout cas pour moi, mais il y a des opportunités à saisir, il y a justement des révolutions à faire et qu'on est dans un moment où c'est précisément là que ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut sans doute plus laisser le monde filer et se dire que bon, ça ira bien jusqu'à la retraite. Les évolutions sont très rapides. Les évolutions de nos business sont très très rapides et il faut saisir la nouvelle vague qui arrive. Et je pense que ce qui nous attend n'est pas un déclin absolu, mais au contraire un nouvel écosystème économique mondial qui sera basé sur sans doute plus de sobriété énergétique, ou en tout cas différente, sans doute sur des nouvelles révolutions technologiques, notamment autour de l'hydrogène par exemple pour nous, mais qui sont des opportunités de création de business et sur lesquelles il faut arriver à être optimiste et à y croire pour pouvoir justement rebondir et se donner un avenir, parce que cet avenir-là, il existe et il est tout à fait envisageable et souhaitable quelque part par rapport à ce qu'on a pu connaître au cours des dernières années. Moi, j'ai quelque chose qui... Peut-être que dans quelques mois, j'écrirai un bouquin, j'ai déjà le titre, si vous voulez, qui s'appelle « Bienvenue dans les années 70 ». Parce que finalement, lorsque vous regardez l'époque telle qu'on la vit aujourd'hui actuellement, elle ressemble sur les problématiques, sur la politique, sur l'environnement, sur le rapport au travail, à l'époque, c'était la guerre au Vietnam, c'était les beatniks, c'était le flower power, c'était les problématiques environnementales, on élève des chèvres dans le Larzac. C'était les années 70. On retrouve aujourd'hui ces problématiques-là, mais avec un vernis de progrès technologiques, informatiques et lié au web qui n'existait pas dans les années 70, en tout cas, on était assez balbutiement dans un laboratoire militaire. Et ben,
aujourd'hui, on est dans les mêmes problématiques, mais avec sans doute des capacités liées au progrès de changement pour pouvoir réussir ce que nos parents ou nos grands-parents n'ont pas réussi en allant dans le Larzac. Mais il y a des opportunités à saisir et j'espère que les différents acteurs de l'économie y croient. Je pense que dans vos secteurs d'activité, je ne vous ai pas parlé de la cybersécurité, mais on pourra en reparler évidemment, mais vous savez que sur les premiers mois de l'année, ça vous le savez certainement, sans doute, vous en avez entendu, la hausse est de 80% du nombre de cyberattaques en France. Au mois d'août, on avait à peu près eu autant de cyberattaques en France que sur toute l'année 2021. Et qu'une étude américaine a montré qu'une entreprise sur deux qui avait subi une cyberattaque, plus elle est petite, plus c'est vrai, faisait faillite dans les 6 mois qui suivaient. Donc il y a évidemment des dangers à appréhender. Et moi, je pense que toutes les problématiques de sécurité physique, sécurité informatique, DSI, doivent maintenant remonter au plus haut des chaînes de décision et du management des entreprises et devenir non pas une sorte de division pratique et concrète, mais véritablement stratégique dans les comités de direction, les comités exécutifs ou les conseils d'administration, qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas le directeur des services informatiques ou de la sécurité dépendant du qui lui va être le directeur financier ou le directeur autre chargé des services généraux, etc., qui lui siège au conseil d'administration. Je crois qu'aujourd'hui, les questions de sécurité doivent être au board, autour de la table et aux côtés du directeur général de l'entreprise ou du directeur financier, au même titre que la DRH ou la communication, quoi. C'est véritablement quelque chose qui, je pense, commence à être pris en considération parce qu'il y a un enjeu économique derrière et des risques de faillite énormes, mais qui, pour tout un tas de pans de métier, devient une source d'évolution, de rebond, de croissance à ne pas négliger et qui est légitime. Moi, j'ai eu l'occasion souvent d'animer, notamment avec l'Agora Sécurité, des débats où je sens qu'il y a toujours une espèce de syndrome de l'imposteur, de se dire non mais moi je suis directeur sécurité, bon, j'ai pas le niveau du directeur financier, du directeur ressources humaines, du directeur général, etc. Il y a une sorte de complexe. Mais je crois que la réalité du monde économique tel qu'il est aujourd'hui, et notamment dans un univers comme celui du secteur bancaire encore plus, impose que ces questions-là soient au cœur de la stratégie, de la réflexion et du développement des entreprises dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie. J'espère pas avoir été trop long et pouvoir entamer une discussion avec vous sur les mutations de notre monde économique. Martial Liu, merci de l'applaudir. Merci beaucoup, Martial. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Il y a le système de SMS, hein ? On est d'accord ? Oui ? Aussi, vous avez donné le numéro de téléphone. Je vais vous le redonner si vous n'osez pas prendre la parole parce qu'il y a des timides parmi vous. Je le sais, je les connais, ils se cachent. Vous allez pouvoir envoyer votre message sur le 06 81 58 08 61. Je répète, vous pouvez le noter que votre petit carnet qui vous a été offert à l'arrivée. Ah, ça s'affiche. C'est magnifique. C'est dingue, hein. La technologie, la technologie, c'est magnifique. Alors, bien peut-être qu'on peut ouvrir les échanges. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui veulent prendre la parole et on va se déplacer dans le public pour vous apporter le micro. Allez-y, la foule en délire. Merci. C'est toujours compliqué. Ils sont timides. Hein. Pour essayer de démarrer, faut ouvrir le bal. Est-ce qu'Éric, tu as des questions qui ont été posées sur SMS? Hello Eric. Eric. On cherche Eric. Ah, parce qu'il y a plein d'Éric. Eric est parti. Désespéré. Alors moi j'ai peut-être une petite question pour chauffer la machine. Hein. On voit que cette nouvelle génération, quelque part, elle revient un petit peu dans la façon de fonctionner comme dans les années 70, comme l'ont vécu nos parents. Oui. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement de ces progrès technologiques, de cette métaverse? Est-ce qu'ils ne vont pas rejeter un petit peu tout ça?
on voit quand même qu'il y a certains réseaux sociaux qui commencent à être abandonnés. Facebook commence à être abandonné. LinkedIn est bien utilisé parce qu'il y a une raison professionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une rupture à ce niveau-là? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'histoire où il y a des réseaux sociaux qui sont devenus adultes, ceux qui sont nés avec la première génération. Donc effectivement, Facebook, ça devient le réseau social des parents, quoi. Donc nos enfants n'y vont pas, c'est le truc des vieux, quoi. Ben, c'est normal, il a plus de 10 ans ce réseau, ça va tellement vite sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez TikTok qui arrive, vous avez alors Facebook est assez malin pour pouvoir faire Instagram aussi, de façon à ce qu'il raccroche une autre génération derrière lui. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup surpris et un peu agacé aussi, je dois le dire, sur la nouvelle génération, c'est que vous avez une nouvelle génération. Moi, je vais au forum de Davos tous les ans. Et j'avais été bluffé par Greta Thunberg, qui était venue et qui avait dit à tous les patrons qui étaient devant elle, comme vous là, moi, je suis venu en train, vous êtes gentils, vous parlez du réchauffement climatique, de l'environnement, mais enfin, essayez déjà d'éviter de venir en jet. Ça avait créé un petit émoi du côté de nos amis grands patrons, parce qu'effectivement, les gars faisaient des Davos Londres le matin et le midi pour venir au forum. Donc c'était une vraie remise en question. Donc vous avez une nouvelle génération qui est sensible aux problématiques environnementales, ça c'est évident. Ils sont capables de se coller les mains sur le bitume ou de s'enrouler dans un filet de Roland Garros pour protester contre le réchauffement climatique et le manque de politique en la matière. Mais on avait fait une étude avec M6 auprès de la jeune génération. Pratiquement aucun ne se rend compte de la pollution numérique. C'est-à-dire que les patrons de Davos, qui ne sont pas les derniers des idiots, ils avaient répondu à Greta Thunberg, oui, bah déjà, commence par arrêter d'envoyer des tweets à longueur de journée. Ben oui, parce que Internet, on le sait, si c'était un pays, ce serait le 3e émetteur de CO2 au monde. Et il y a cette espèce de difficulté dans la jeune génération à avoir des combats qui sont tout à fait légitimes, et ils y croient, et ils ont raison de les mener sur l'environnement, sur l'avenir et ce qui nous attend, sans se rendre compte que les nouvelles technologies sont elles aussi génératrices de pollution, et parfois beaucoup plus que la voiture diesel de leurs parents, quoi. Et donc là, on est en train d'essayer et je pense que cette éducation-là, c'est ça qui, moi, me rend un peu optimiste quand même. Quand je disais ça m'avait énervé, c'était parce que je ne supporte pas d'avoir des jeunes éduqués vivant en centre-ville qui commandent sur une application de se faire livrer 2 canettes de Coca et un McDo en moins de 10 minutes, alors qu'ils vivent à 20 mètres d'un casino ou d'un Franprix, quoi. Et quand on leur dit ça, je dis tu peux te battre. Je dis pas ça parce que c'est mes fils, parce qu'heureusement, moi, mais bon. J'ai eu cette discussion avec des jeunes, je dis, mais on peut se battre pour la planète, mais enfin, déjà, on va commencer par descendre les 3 étages, chercher son pack de lait, et puis le remonter, et pas demander à un gars de faire du vélo sous la pluie pendant 10 minutes pour te l'apporter. C'est ça qui m'agace un peu dans le système, parfois, et le manque de prise de conscience de l'ensemble. Mais ce qui me rassure, en revanche, c'est que je constate que la jeune génération fait bouger la génération plus âgée sur, quand même, il faut prendre en considération les problématiques de préservation des espèces, de l'environnement, etc. Et les vieilles générations arrivent quand même à faire comprendre aux jeunes que leur monde virtuel n'est pas forcément celui qui est le moins polluant qui soit et le plus souhaitable non plus. Et donc, si on arrive à marier les deux, j'ai l'impression qu'on va y arriver, on va peut-être quand même faire du mieux. Et ça, je ne sais pas. Ça y est, on a lancé la machine électrique, on va dire, et les questions hydrogène, vont arriver. Voilà. C'est par ici, sur l'aile gauche. C'est sur la gauche. Ouais. On joue dans le couloir, c'est double mixte. Bonjour. J'avais une question, ou plutôt une réflexion, sur le fait que peut-être que cette crise avait aussi changé notre rapport à l'argent. Et au-delà du quoi qu'il en coûte, on peut se poser maintenant la question de la valeur de l'argent. 3 000 milliards n'ont pas l'air de poser de problème. Les critères de Maastricht, je ne sais plus, il y a longtemps que je n'ai plus entendu parler. Et on s'est aperçu que finalement, l'argent était un formidable amortisseur social et que
à la limite, on utilisait l'argent comme un moyen, et non plus comme un but ou une fin en soi. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, ce qui est très vrai, et à la fois, et ça c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que depuis 10 ans, en gros, l'argent ne valait plus rien. Ça, c'était la réponse, un peu paradoxale là aussi, à la précédente crise financière des subprimes. C'est-à-dire que pour pouvoir éponger une crise financière totalement folle sur la spéculation, on a dévalorisé totalement la valeur de l'argent, parce que sinon, de toute façon, on courait à la catastrophe économique pour les particuliers et pour les pays. Vous vous rappelez qu'il y avait, dans la foulée de la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines et des États qui pouvaient faire faillite. Donc, de fait, l'argent a perdu de sa valeur. Et ça a eu deux conséquences. Une conséquence sur la spéculation. Alors, une première conséquence, c'est que ça a évité des faillites de pays, qui est quand même, en soi, ça pour le coup, une bonne chose. Mais là où il y a eu des conséquences par ailleurs, c'est que l'argent ne valant plus rien, ça a nourri, mais sur ces dernières années seulement, tout un pan de spéculation. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle énormément de liquidités en circulation, puisque les banques centrales imprimaient des billets, pour faire simple, si on veut une image, des billets que les banques classiques du coin de la rue récupéraient. Donc vous aviez spéculation immobilière, mine de rien, c'est-à-dire que depuis 2017, des prix de l'immobilier qui ont augmenté parce que le crédit immobilier ne valait plus rien. Enfin, il faut se remémorer qu'au début de cette année, en janvier, on est début octobre à peine, on empruntait sur 20 ans à 1%, à peu près. 1%. Au mois d'août, quand les banques centrales, et ça me permet de répondre sur le rôle des banques centrales, quand les banques centrales ont dit on remonte les taux là, on arrête parce que l'inflation ça va trop loin, eh ben, au mois d'août on était à 1,8% pour le taux de crédit d'une maison sur 20 ans. Ça paraît rien, mais enfin quand vous passiez à 1% auprès de votre banquier, votre dossier immobilier, il y en a quand même un certain nombre qui passaient plus à 1,8. Aujourd'hui, on est à 2,5. Donc, en quelques mois, vous voyez le bond que ça a fait. C'est-à-dire que, du coup, on a redonné une valeur à l'argent. Et ça va créer des tensions. C'est-à-dire que, à la fois, ça a permis de la spéculation. C'est-à-dire que, quand je disais spéculation parfois un peu folle, c'est le métaverse, pourquoi pas, mais ce qu'on appelle les NFT, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des biens virtuels. Vous achetez un tableau qui n'existe pas, mais vous le payez dans une monnaie qui n'existe pas, mais quand même des millions. Bon. Bah, ça, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait des investisseurs qui aient de l'argent à perdre quelque part pour pouvoir investir sur des trucs comme ça. C'est la bulle Internet qu'on avait connue juste avant les années 2000. Quoi. C'est de l'argent. Vous avez des gens qui font une fortune en revendant des baskets, on dit des sneakers, des milliers d'euros, y compris des Lidl, des sneakers Lidl qui sont vendus, elles sont achetées 13 euros, elles sont vendues 600 euros. Ça, c'est quoi? C'est le signe qu'il y a de l'argent à dépenser. En liquidité, elle est là, l'argent, elle a été là pendant des mois, il faut la mettre quelque part, et parfois de façon irrationnelle. Aujourd'hui, on redonne une valeur à l'argent, c'est dans l'idée de faire baisser l'inflation, mais ça va évidemment créer des mouvements, mais qui sont plutôt sains, à mon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail d'une banque, c'est quand même de prêter de l'argent qui a de la valeur à des gens qui vont investir sur un bien de court terme si c'est du crédit conso ou un bien de long terme si c'est du crédit immobilier. Mais il faut retrouver un peu de raison. Donc je ne suis pas certain que la politique des banques centrales fasse tout de suite baisser l'inflation qu'on est en train de connaître, parce que c'est une inflation qui est liée aux matières premières, qui n'est pas liée forcément qu'à la spéculation en tant que telle, même s'il y a de la spéculation sur le gaz et l'électricité, on est bien d'accord. Mais enfin, je veux dire, l'augmentation des prix qu'on est en train de vivre, elle est essentiellement liée aux matières premières. C'est pour ça que notre inflation en France est moins élevée que chez la plupart de nos voisins, parce qu'on a mis un bouclier qui fait que les prix ne peuvent pas augmenter au-delà d'un certain niveau, alors que chez nos voisins, ils augmentent à leur juste valeur, et on voit que ça a des incidences. Mais c'est sain, en revanche, quand même, de redonner, et c'est ce que font les banques centrales, un sens à l'argent, une valeur à l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est important, y compris dans l'éducation de nos jeunes, parce que eux, ceux qui sont nés dans les années 2000, entre 2000 et 2010, ils ont grandi dans un monde où l'argent, sans s'en rendre compte, sans qu'on le verbalise au quotidien,
n'avaient plus véritablement de valeur, avec des modèles qui étaient des influenceurs ou des stars du Bitcoin qui faisaient une fortune totalement virtuelle. Donc il y a un moment dans l'éducation de notre jeune génération où il va falloir évidemment les ramener à la réalité. Ils ne pourront pas vivre intégralement dans le métaverse. Ça, c'est Spielberg, sinon. Mais le jour où ils reviendront, ils atterriront dans la réalité, il faudra qu'ils aient quand même cette notion que l'argent a une certaine valeur. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et qu'on est sans doute en train de faire en ce moment, mais depuis peu. Combien vous avez dit les baskets Lidl? 13 €, je dirais. Non, mais à la revente. Ah, ça peut aller jusqu'à 2-3 000. Hein. Non porté, hein, on est d'accord. Ouais, ça fait au moins des centaines de plaintes chez Lidl. Ça fait quelques Autre question, je vous en prie, on ne change pas de main, c'est juste à côté. Oui, on change pas de côté. Juste une petite anecdote, j'ai eu l'occasion de collaborer avec votre père il y a déjà quelques années. C'est vrai. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, comment vous voyez justement le rôle des banques et nous, dans nos métiers de directeur sécurité, quel est notre avenir? Alors, c'est un avenir qui est en train d'évoluer. Je ne sais pas, c'est plus à vous de me le dire si il y a une forme de résistance au changement qui fait qu'on essaie de préserver le monde d'avant ou si on est en train de capter et de prendre la vague du monde d'après. Ce qui est évident, c'est que les directeurs sécurité au sens sécurisation physique des lieux, eux ont sans doute vraisemblablement vocation à, je dirais pas disparaître totalement, mais moi quand j'ai fait mon job d'été à la Banque Populaire en Joux-Vendée, quand j'avais 18 ans, mon job c'était de prendre la 205 banalisée et d'aller chercher tous les chèques de toutes les agences de la Banque Populaire sur le Maine-et-Loire. Évidemment que et là il fallait prendre une voiture banalisée parce qu'il fallait pas qu'on reconnaisse Banque Populaire et que je me fasse braquer pour qu'on me pique les chèques. Bon, voilà. C'était ça les problématiques. Évidemment que ces problématiques-là aujourd'hui, sécurisation des locaux, c'est important, mais il y en a de moins en moins. Donc il faut aller vers une montée en gamme. C'est exactement la même évolution qu'on doit monter en gamme sur celui qui est derrière le guichet de la banque. Il doit être capable d'aider un artisan dans ses investissements, d'aider un particulier dans ses placements et ne pas être juste là pour faire un virement de compte à compte. Donc, il faut augmenter, augmenter la qualité, on va dire, de formation de ces jeunes-là. Et il faut augmenter la qualité de formation des agents de sécurité, des services de sécurité, des directions de sécurité. Mais ça va évidemment beaucoup plus aller vers la cybersécurité, et c'est là que les investissements se font, plus que sur le métier en tant que tel, physique, de sécurisation des sites. Ça, je pense que c'est un mouvement qui est à peu près inéluctable. Alors je sais qu'il y a des questions, on y arrive, rue Cognac, j'ai à la régie. Je ne vais pas me déplacer parce qu'il paraît que je passe devant les caméras, c'est pas bien. Donc il y a une question au premier rang, je crois, qui nous attend. Ah, voilà. Et après on passera aussi aux questions SMS. Oui, bonjour, merci. Vraiment intéressant. Il y a pas mal de statistiques, il y a beaucoup de chiffres. Plusieurs choses que j'ai gardées en tête, c'était intéressant, surtout par rapport le cyberattaque. Donc vous avez dit que en janvier cette année, c'était une hausse de 80%. En août, c'était plus que l'année dernière. Vous avez sorti une troisième, je ne me rappelle plus exactement, c'était par rapport en fait à une entreprise sur deux qui fait faillite dans les 6 mois. Qui ferme aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'était une étude des États-Unis. Une sur deux, en fin de compte. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, juste, voilà, l'avenir, c'est quoi à votre avis? Parce que nous, on appuie beaucoup sur la cybersécurité, donc on a mis pas mal de choses en place contre cette agression-là avec notre gamme de produits. Et c'est juste savoir un peu plus de votre point de vue, en fin de compte, sur la démarche, ça va où? Alors, je sais. Ce qui est, je discutais il y a 2 jours avec le patron de Camailleux, boîte du Nord. Enfin, vous connaissez tous évidemment, puisque article dans le Figaro ce matin. Ce sera terminé, Camailleux, une boîte des années 80, dans 2 jours. L'entreprise est en liquidation. Alors, il y a un problème des magasins et de l'habillement, du prêt-à-porter, qui est en crise systémique depuis longtemps. Mais 2, cette entreprise-là, l'année dernière, a subi une cyberattaque qui l'a mise par terre pendant 4 mois. Plus aucune possibilité de faire la gestion des stocks, la comptabilité, etc. Et le patron disait, quand on reprend une entreprise, ils l'ont reprise il y a 2 ans, vous vous retrouvez à plat pendant 4 mois, l'entreprise, elle est morte.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les entreprises ont maintenant intégré le risque, mais systémique, que représente la cyberattaque. Parce que c'est quelque chose... Je n'ai pas donné cette statistique-là, mais elle existe aussi, c'est qu'une entreprise sur 2, en France, déclare avoir, à un moment donné, subi une cyberattaque. C'est un ransom, c'est une attaque au PDG, c'est enfin tout un tas. Mais parfois elle est arrêtée, mais souvent ça finit par passer. Donc maintenant c'est vraiment un des axes d'investissement, c'est-à-dire que c'est intégré dans le logiciel du directeur financier, du directeur général, et maintenant il y a évidemment une source de progression, un business qui est très important sur ce marché-là et qui est, je pense, le secteur d'avenir de la sécurité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agent de sécurité à l'entrée de la banque, celui-là, il existera encore, mais ce sera de plus en plus marginal par rapport à l'enjeu de la cybersécurité, puisque de toute façon, la stratégie des banques n'est pas forcément d'aller toutes vers des fintech ou des banques en ligne ou zéro contact ou zéro agence. Mais aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone au quotidien pour aller voir votre compte en banque, ce que vous ne faisiez pas lorsque vous alliez dans une agence. Vous faites tous vos transferts, toute votre activité bancaire du quotidien, vous la faites avec votre téléphone. Donc tout passe par là, et c'est évidemment là qu'il y a le plus fort relais de croissance. Alors vous dire, est-ce que ça va être x2, x3, x4 les investissements ? Je ne peux pas savoir, mais c'est évident que c'est là que l'argent va être mis pour les banques dans les prochaines années. Et déjà d'ailleurs. Eric Ruconiak-G, la question. Bonjour à tous. Donc, quelques questions sur le... Il y a une cyberattaque et plus d'électricité. Oui. Il s'est carrément mis dans le noir. Quelques questions sur le métaverse. C'est The Voice. On aura le droit de te voir après. Hein. La première sur le rôle que pourront jouer les banques dans ce métaverse alors qu'il n'y a pas de tiers de confiance dans celui-ci. Oui. Alors, je pense que il y a deux choses. Un, les banques, elles ne doivent pas se faire déborder par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ne pas ignorer. Je veux dire, il ne faut pas être les taxis quand les Uber arrivent, quoi. Faut être proactif, quoi. Voilà. Il faut savoir identifier le risque et savoir qu'il existe et que ça va aller très très vite. Parce que ça va de plus en plus vite, les révolutions. Et quand je dis ça, c'est que, souvenez-vous des taxis. Le premier réflexe, c'était oui, enfin c'est très très marginal. Bon, les mecs qui font, on va les éteindre, les briser dans l'œuf en 2 temps 3 mouvements. L'histoire a montré le contraire. Mais l'histoire a montré aussi qu'aujourd'hui, les taxis se sont adaptés au Uber et qu'ils ont amélioré la qualité de service. Ils se sont mis sur les applications et ils reprennent des parts de marché et ils ont amélioré leur tarification. Bref. Tout ça pour faire face à une concurrence qui était là, mais ils ont repris le dessus. Donc, c'est possible. Mais la première chose à ne pas faire, c'est de dire « Ouais, ça va être un truc pour les jeunes qui vont jouer. » Non. La vérité, c'est que Facebook a décidé de devenir Meta, de changer son propre nom, pour pouvoir mettre l'essentiel de ses investissements sur le métaverse. Facebook a échoué avec Libra qui devait être sa monnaie ad nominem, sa propre monnaie pour les échanges internationaux. Là, les banquiers centraux, les politiques ont vu le coup venir et se sont dit là, il ne faut pas laisser faire ça. Parce qu'avoir une monnaie virtuelle appartenant à un groupe privé, mais qui peut toucher 2 milliards de personnes sur la planète, là, il y a danger. Donc, il faut d'abord que les banques se disent il y a un risque et l'identifient et ne le méprisent pas. Et ensuite, qu'elles investissent ce secteur-là. Moi, ça m'a plutôt rassuré de voir que les énormes structures comme les banques centrales avaient réussi à récupérer la monnaie, le e-euro, le e-yen, le e-yuan, le e-dollar, pour pouvoir rester sur ce marché-là. Et donc, les banques, elles vont avoir à réinvestir ce rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir remettre un peu là aussi de sérieux dans les relations. Vous allez avoir des gens qui vont certes faire des millions ou des milliards avec le metaverse, et puis vous allez sans doute avoir aussi à l'autre bout de la chaîne des gens qui vont se faire plumer
avec le métaverse. Donc il faut qu'à un moment donné, la régulation revienne, et ça, il n'y a que les banques pour pouvoir ramener un peu de sérieux et de régulation. Là où c'est compliqué pour les banques, c'est que précisément l'ADN, je vous le disais tout à l'heure, le mode de pensée de tous ceux qui sont sur les crypto-monnaies, sur les NFT, sur le métaverse, c'est un côté anti-système. C'est des anarchistes. Ils rejettent le pouvoir politique, le pouvoir financier, et c'est pour ça qu'ils ont créé des monnaies virtuelles et des systèmes annexes. C'est les mêmes que vous retrouviez manifestant devant Wall Street dans les années 2015-2020 pour protester contre le système financier. Donc, il faut bien intégrer le fait que le métaverse, les monnaies virtuelles sont presque intrinsèquement d'origine faite pour détruire le système bancaire et le système financier classique. Donc il faut le prendre très au sérieux, et puis il faut jouer, quoi. Il faut jouer sa partie, parce qu'aujourd'hui encore, ceux qui savent le mieux gérer l'argent de façon industrielle, ça reste les banques. Et je pense que ça doit le rester, et ça va le rester. J'imagine pas qu'il n'y ait pas à un moment donné la possibilité que les gens ne se rendent pas compte que donner l'intégralité de ces données personnelles et mettre entre les mains de groupes privés spéculatifs son épargne, il y a quand même un gros risque. Bon, donc j'espère qu'à un moment donné, la raison reviendra. Et puis, on parle du métaverse. Pour l'instant, c'est vrai, et peut-être que ça restera qu'une portion de l'économie. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus que ça. Mais je suppose qu'il y aura encore des gens qui mettront leur argent sur le livret A. Mais il ne faut pas qu'il y ait une espèce de storytelling qui se fasse autour du métaverse, et où on ait l'impression que c'est l'Eldorado, le pays où on devient tous riches et beaux, mais au contraire qu'on garde la lucidité, et je pense que les seuls qui sont capables de le faire sont les banques et leur écosystème. Deuxième question. Oui, une réflexion sur le paradoxe qu'il peut y avoir entre les aspirations de sobriété actuelles et justement ce développement des métaverses et des monnaies virtuelles. Oui, bah ça, je crois que c'est humain. C'est humain. À la fois, on a envie de sauver la planète. C'est un peu ce qu'on disait en entame, hein, d'ailleurs. Ouais. Effectivement, c'est double. Il y a cette duplicité. Oui. Parce que je pense que pour l'instant, on est encore, même chez les jeunes générations, sur des générations qui, même s'ils sont ou elles sont digital natives, savent encore distinguer, on va dire, ce qui est le monde réel et ce qui est le monde virtuel. Je ne sais pas si ce sera toujours tout à fait exact, mais donc du coup, on veut sauver le monde réel et s'amuser dans le monde virtuel. Mais on estime pouvoir faire les deux simultanément. Il faut, dans l'éducation, dans les messages qu'on fait passer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire comprendre que le monde virtuel peut aussi quand même être polluant pour le monde réel, quoi. D'autres questions dans la salle? Je vois une main qui se lève. Après, peut-être au fond de la classe, près du radiateur. Les cancres, là. On les connaît, hein. C'était à votre place à une époque. Ça fait faire du sport, hein. Oui. Bravo, encore. Attention à la marche, comme dirait l'autre. Alors, bonsoir Laurent Lay-Bred. Vous avez donné quelques chiffres qui pouvaient plomber un peu la soirée de ce soir. Donc, heureusement que vous avez la soirée après. On va se foutre sous le train après. Je pense surtout à la soirée. Donc, vous avez dit qu'il y avait 4000 agences bancaires qui avaient fermé ces dernières années, 5000 automates qui étaient aussi fermés. Du cash en réduction, mais il en reste encore 20 000 des agences bancaires, il y reste 50 000 automates bancaires, le cash réduit, mais finalement pas aussi rapidement que ça. Donc la cyber, c'est quand même quelque chose d'important, mais il ne faut pas, et nous on le sait, on travaille dans le risque, il ne faut pas devenir le maillon faible et commencer à baisser la garde avant que finalement le risque ait complètement disparu. Donc voilà, je pense que tous les gens qui sont dans la salle ce soir comprennent bien ce sujet, mais néanmoins, je pense qu'il faut qu'on continue à se professionnaliser, à réfléchir, mener des études avec les fournisseurs qui sont dans la salle pour trouver les meilleures solutions possibles pour être plus efficace, parce qu'on sait que c'est le plus important.
Après, la question que je me pose, c'est est-ce que l'efficacité dont vous parlez, elle est technologique, c'est-à-dire des caméras dotées de l'intelligence artificielle plutôt que humaine? C'est là aussi, c'est cette question-là. Est-ce que la sécurité physique passe par l'humain? Je vous renvoie à la question. Bien sûr, enfin, la technologie, elle ne va pas s'installer toute seule. Elle va pas comment dire, toutes les procédures et les fonctionnements qui sont autour de tout ça, elles sont forcément mises en œuvre par le directeur sécurité et son équipe. Et cette efficacité vient de l'intelligence qui est mise à l'intérieur de tout ça et de tout ce qui nous est proposé par nos fournisseurs avec qui on travaille de manière très étroite. Et je repasse un instant en coulisses. N'oublie pas d'acheter le pain, c'est pas une question, hein. C'est un ordre. Hein. Oui, alors justement à propos du cash qui est en train de baisser, mais par contre on a évoqué des risques de cybercriminalité qui sont, eux, en augmentation. Donc finalement, est-ce que le cash n'est pas plus sûr actuellement? Oui, enfin on peut avoir l'argent sous le matelas, c'est sûr. C'est pas forcément facile pour moi d'être face à vous et d'expliquer que l'avenir c'est le cyber, c'est sûr. Je me doute bien que non, mais bon, il y a une forme d'évolution naturelle, on va dire ça comme ça. Vous savez, l'économie c'est darwinien, voilà, ça évolue comme l'humain et ce serait quand même se voiler la face et se mentir que de se dire que le cash reste une valeur refuge ou que ça va se maintenir. Ça baisse moins, notamment chez nous, que chez d'autres pays voisins très proches, le cash. Et je le disais, le chèque, c'est une anomalie qui énerve les banques, mais qui existe aussi en France. Il y a une réflexion philosophique autour du cash et du chèque chez les Français et les autorités françaises qui consiste à dire ça doit pouvoir être quand même l'accès à l'argent pour y compris ceux qui n'ont pas de banque ou qui... voilà, c'est une réflexion qui date de très longtemps et qui est toujours vive chez les politiques. On ne peut pas virtualiser intégralement le monde économique et les transactions commerciales. Donc il y aura encore des agences et il y aura encore des directions de sécurité pour protéger ces agences, évidemment. Mais la réalité, même s'il y a des cyber-attaques, et on va savoir de plus en plus les combattre, j'en suis certain, la réalité, c'est qu'on est quand même sur une évolution, un mouvement naturel de réduction du nombre d'agences, de réduction du nombre de transactions financières physiques, du nombre de retraits de billets dans les banques. Alors après, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que les banques ferment des agences, donc évidemment, il y a moins d'agences et moins de gens qui vont dans les agences. Les banques ferment des distributeurs de billets, donc évidemment, il y a moins de retraits de billets au global. Tout ça se nourrit, mais enfin, la tendance, elle est malgré tout à non pas une disparition totale du cash, mais à une marginalisation de plus en plus du cash. On pourrait passer la nuit avec vous, enfin je me comprends, mais le timing est très serré. Martial, je crois qu'on peut vous applaudir. Martial You, merci beaucoup. Merci. Et on va clôturer cette séquence avec Didier Moreau qui arrive. Juste pour savoir si je gagne la valise RTL, c'est payé en cash ou en crypto-monnaie? Il y a tout maintenant, c'est ça qui est formidable. Merci Alexandre, merci Monsieur You pour votre intervention. Donc là, je reviens juste vers vous pour vous donner les précisions pour notre soirée de gala. Donc on va être très vertueux, car on va vous demander de marcher à pied et on va se plonger dans le XVIIIe siècle. Voilà, donc la soirée se déroulera en deux parties. Nous prendrons l'apéritif au Palais du Gouvernement et nous dînerons ensuite dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Donc pour la première partie, donc on va vous inviter à vous regrouper dans le hall à partir de 18h15. Donc pour les exposants en haut, la salle est gardiennée ce soir. Et on partira par groupe de 50 et vous serez accompagnés par deux gentils organisateurs, en clair des membres du conseil d'administration d'Aditel, qui vous guideront jusqu'au palais du gouvernement. Donc on respecte un petit cheminement, on ne veut pas vous faire découvrir les espaces que vous verrez après,
Donc, essayer de marcher groupé avec nos géos. La durée de trajet, c'est en gros 10-15 minutes et l'objectif qu'on a, c'est vraiment que tout le monde soit arrivé au palais du gouvernement à 18h45. Voilà. Donc ensuite, la deuxième partie. Pour se rendre au dîner des grands salons d'hôtel de ville, on s'y rendra par un parcours commenté qui sera assuré par des guides conférenciers de la mairie de Nancy, qui vous permettra de découvrir notamment les splendeurs de la place Stanislas avant de les voir de nuit pendant notre dîner. Donc là aussi, l'idée, on partira par groupe échelonné, il y aura 9 groupes, à partir de 19h15. L'idéal, c'est que le dernier parte vers 19h30 pour que nous soyons tous assis, nous puissions commencer notre dîner à 20h30. Voilà, donc surtout, comme on nous a demandé au niveau de la mairie de mettre des vigiles dans nos deux établissements, ce que je vous demande, on aura aussi un contrôle d'accès. Donc voilà, donc vous ferez comme moi, le badge, vous le remettez et vous le gardez. Le contrôle d'accès, ce sera le badge. Et l'autre chose, ne l'oubliez pas pour demain matin. On vous redemandera votre badge demain matin. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure.